Bien que très ancien, le genre de la série médicale reste assez peu représenté à la télévision. On peut placer ses origines à 1961 avec le jeune Dr Kidar, dont on va suivre l'internat au Blair General Hospital. Il sera suivi peu après par General Hospital, soap créé en 1963, toujours en production actuellement, ce qui en fait, avec plus de 13 000 épisodes à son actif, le plus ancien et long feuilleton devant Amour, gloire et beauté ou Les Feux de l'amour. On y suit les relations amoureuses du personnel hospitalier de la ville de Port-Charles, ainsi que les conflits entre les familles Hardy, Weber, Spencer, Quatermain et Cassadine. Le genre sera renouvelé en 1974 avec l'adaptation en série du film MASH, où l'on suit le quotidien de l'équipe médicale de la 4077e compagnie du Mobile Army Surgical Hospital, enfin MASH quoi, durant la guerre de Corée. Cette sitcom apportera de l'humour dans le milieu froid et horrible de l'hôpital et de la guerre. Peu de séries médicales seront produites dans les années 80. On retiendra tout de même La Clinique de la Forêt Noire, série allemande débutée en 1985. Dans cette série très aseptisée, nous suivons la famille du professeur Klaus Brackmann, qui règne sur cette institution, ainsi que les histoires d'amour de l'équipe médicale et les angoisses des patients. Dans les années 90, le genre retrouvera le succès, avec la production de Dr Quinn, une femme médecin en 1993 et surtout Urgence en 1994. Bien que tournant toujours autour du drame amoureux, la série apportera du réalisme à l'univers médical et abordera des sujets sensibles comme le sida, l'homosexualité ou encore l'euthanasie. En 2001, nous assisterons au retour de l'humour dans une série médicale avec Scrubs de Bill Lawrence, où, à travers l'imagination débordante de l'interne John Dorian, nous allons suivre le quotidien du personnel de l'hôpital du Sacré-Cœur. En 40 ans, le genre de la série médicale a su se détacher du medical drama original et omniprésent pour tourner vers plus de réalisme, que la série soit humoristique ou sérieuse, voire sortir des portes de l'hôpital, comme dans le cas de Nip Tuck qui va traiter de la chirurgie esthétique. En 2004, les co-créateurs David Shore et Paul Attanasio ont proposé à la Fox une série inspirée par la chronique médicale procédurale de Lisa Sanders dans le New York Times, Diagnosis. Cette série médicale policière va reprendre la trame du Wooden Hit, littéralement qui c'est qui a fait ça, genre policier dont l'exemple le plus connu va rester Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Fonctionnant un petit peu comme une partie de Cluedo, des indices vont être disséminés au fur et à mesure de l'histoire, permettant aux spectateurs ou lecteurs de suivre l'enquête avec le détective, voire de tenter de la résoudre avant lui. Au niveau série télé, sa meilleure illustration, dans sa forme inversée, reste Columbo. Le spectateur sait en début d'épisode qui est le coupable et va collecter avec le lieutenant des indices pour pouvoir prouver sa culpabilité. Dans le cas de House, le coupable a identifié une maladie et les indices une suite de symptômes qui vont apparaître ou disparaître au fil de l'épisode. Initialement, la série prend le nom de Chasing Zebra, Circling the Drain. Au final, la série prendra le nom du personnage principal, le chef du département de médecine diagnostique du centre hospitalier de Preston-Penborough, le docteur Gregory House. Le Chasing Zebra restera le moteur des intrigues scénaristiques. Lors de l'achat de la série par la Fox, la présidente de la chaîne demandera à avoir une salle médicale où on ne va pas croiser à tout bout de champ des blouses blanches dans les couloirs. Ceci explique certainement pourquoi le Dr House refuse ostensiblement de porter la sienne. Autre distinction physique, les co-créateurs de la série ont voulu lui donner un handicap physique. À l'origine, ils avaient pensé à le mettre en fauteuil roulant, mais la Fox rejeta cette idée, certainement parce que le personnage aurait eu moins de présence à l'écran. Le fauteuil roulant sera donc remplacé par une canne, House boitant suite à la perte d'un muscle de la jambe suite à un diagnostic erroné. Ceci lui donnera des douleurs intenses qu'il calmera avec de la Vicodine, un opiacé dérivé de la codéine dont il est accro. House est décrit comme étant un personnage misanthrope, cynique et irascible, avec un manque de tact et d'empathie envers ses patients, mais un génie anticonformiste de la médecine. Il refuse généralement tout contact avec eux afin de pouvoir se concentrer sur les faits et ne pas être distrait par une pseudo-relation patient-médecin. Lisa Sanders, qui deviendra conseillère technique sur la série, le décrira comme un personnage abîmé. Il est un narrateur tellement peu fiable que son image d'enfoiré total est démentie par la chaleur et la générosité de son visage. Même s'il ne prend pas soin de vous en tant qu'individu, il se soucie d'une idée qui se révèle être importante pour vous et qui va déterminer ce qui se passe. Bryan Singer, producteur de la série et réalisateur de l'épisode pilote, ne voulait pas d'un acteur anglais pour interpréter le rôle titre. Il voulait un héros typiquement américain. Lorsque le comédien britannique Hugh Laurie passera le casting, il fera un tel travail sur sa voix que Singer le prendra pour un américain pur souche.
Ce dernier s'était illustré dans des séries à sketch en Grande-Bretagne telles que A Bit of Fry and Glory ou Jeeves and Wooster qu'il tournera avec son partenaire Stephen Fry. Mais il reste totalement inconnu du public aux États-Unis. Au moment du casting, Hugh Laurie était en Namibie, sur le tournage du film Le vol du Phénix. Pensant auditionner pour un rôle secondaire, il se filmera dans la salle de bain de son hôtel pour des questions d'éclairage et s'excusera d'être mal rasé, mal coiffé et avec des vêtements non repassés. C'est ce côté négligé qui séduira David Shore et le convaincra de lui donner le rôle dans la série. Notre pilote, comme tous les épisodes, va s'ouvrir sur une scène de la vie quotidienne au cours de laquelle notre futur patient va développer les premiers symptômes d'une maladie grave. Ici, Rebecca Adler, institutrice, va avoir une crise d'aphasie en plein cours et va tomber. Enfin, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Dans 99% des cas, le futur patient s'effondre. Si tu ne chutes pas, tu n'es pas digne d'être guéri par le Dr House. Passé le générique, l'action se déroule généralement dans une scène de la vie quotidienne de l'hôpital où... C'est moi ou il y a un problème avec les couleurs là? Everybody lies. Dr. House doesn't like dealing with patients. Soit j'aimerais régler la couleur, soit ils sont vraiment tous orange. I made sure your first case was an interesting one. Cough just won't go away. Runny nose looks a funny color. Patient admitted complaining of back spasms. I think I read about something like that in the New England Patient Journal is of Medicine. orange. Bien sûr qu'il est orange. Tout le monde est putain de orange. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire pour cet épisode. J'ai trouvé des explications nulle part. À partir du deuxième épisode, la couleur va revenir à la normale. Ils ont dû s'amuser à expérimenter des trucs par-ci, par-là qui vont partenir par la suite, mais toujours est-il que cet épisode est putain de orange. Enfin bref. On va proposer un cas à House qu'il va d'abord refuser, puis ensuite accepter, et c'est là que va intervenir l'équipe du diagnostic différentiel. Wilson. C'est le meilleur ami de House et c'est également un peu son antithèse. C'est-à-dire là où House va être rude et cynique, lui va se montrer gentil et empathique. C'est un peu une espèce de bonne poire dont House va tout le temps tester les limites. Bien que ne faisant pas officiellement partie de l'équipe diagnostique, son avis va souvent être mis à contribution pour la résolution des cas en tant que cancérologue. Cuddy. C'est la directrice de l'hôpital. Dans la première saison, ses relations avec House vont être d'ordre purement professionnel. C'est-à-dire, elle va être là pour lui remémorer les cadres juridiques et éthiques de l'hôpital et lui forcer à faire ses consultations. Il va en dérouler une espèce de jeu de pouvoir entre les deux, à savoir qui aura le dernier mot. Foreman, c'est le neurologue de l'équipe. Son interprète, Omar Epps, le définit comme étant un petit peu un House en devenir. Enfin, dans le sens où tous deux vont être poussés par une même pulsion qui va les mener à résoudre l'énigme, seulement lui va prendre un chemin différent de House pour y parvenir. Cameron, c'est l'immunologiste de l'équipe. Elle représente au sein du département une sorte de anti-House. C'est-à-dire là où lui ne va avoir que des symptômes, elle va avoir des patients, elle va faire preuve d'empathie à leur égard. Chase, c'est le dernier membre de l'équipe et il ne semble pas avoir de réelles compétences diagnostiques si ce n'est la chirurgie. Il tient son poste auprès de House du fait d'une subvention qu'est versée son père à l'hôpital et représente un petit peu l'ado du groupe, un genre de surfeur australien sans réelle personnalité, une pâte à modeler qui va tout le temps être d'accord avec House. Bon, c'est une chose qui va s'arranger bien évidemment au fur et à mesure que le personnage va se développer dans les différentes saisons. Mais au départ, il n'a pas vraiment d'autre but dans la série que d'être là et d'être beau. Sympa et beau gosse. Maintenant que l'équipe est enfin réunie, nous allons pouvoir passer à l'analyse des premiers symptômes laissés par la maladie. Mon passage préféré. Diagnostic différentiel. Youpi. Nous lisons donc traitement des membres, nécrose et fragilité des tissus musculaires. Une idée, mademoiselle j'aime l'humanité? Il est tombé? Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, je sais pas, nos patients tombent toujours avant, alors... Et le délinquant de service, il a une idée. C'est un lupus. Ta gueule. Vous passez à côté de l'essentiel. Le plomb. Intoxication par la peinture au plomb? Mais ça n'a rien à voir. C'est des putains de zombies. Une balle dans la tête et on n'en parle plus. Après ce premier diagnostic différentiel, souvent laborieux, l'équipe de House va pouvoir identifier une première maladie qui va coller à absolument tous les symptômes. Après le traitement, le patient va toujours connaître un mieux, mais invariablement son état va empirer.
C'est donc le moment venu de cambrioler son appartement. I want you to check the patient's home for contaminants, garbage, medication. I can't just break into someone's house. Isn't that how you got into the Felkers' home? Après un second diagnostic différentiel encore plus laborieux, House va enfin tilter sur un tout petit détail. Enfin, dans notre épisode, ça va être un sandwich en jambon que Foreman va se faire dans l'appartement de Rebecca Adler, et il va enfin... Adler. Attendez 2 secondes. Adler. Ça me dit un truc... Adler. Bon sang. Mais c'est bien sûr! En fait, House n'est nul autre que... Sherlock Holmes. Attendez, je m'explique. La proximité entre les deux personnages n'est vraiment pas due au hasard, à commencer par leur nom. Holmes a une prononciation proche de home signifiant demeure et house signifie maison. Tous deux vont résoudre des énigmes à partir d'indices que eux seuls sont capables de déceler. Ils ont tous les deux un assistant qui va les aider à résoudre l'énigme. Dans le cas de House, ce n'est pas Wilson, qui va l'aider, mais les membres de l'équipe diagnostique. Tous les deux sont dépendants à la drogue. La cocaïne et l'opium pour Holmes, la vicodine pour House. Tous les deux se distinguent par leur arrogance et leur sens de l'observation. Ils vont être paresseux lors de leurs enquêtes et aimer s'isoler pour réfléchir. Ils pratiquent tous les deux la musique. House, le piano, Holmes, le violon. Le handicap de House ne se retrouve pas chez Holmes, mais chez Watson. Ce dernier a également été blessé à la jambe, non pas suite à une erreur diagnostique, mais par une balle perdue reçue pendant la Seconde Guerre anglo-afghane. Il vous en faut plus? Rebecca Adler, dont on parle depuis tout à l'heure, elle fait bien évidemment référence à Irene Adler, le premier personnage central de la première enquête de Holmes, un scandale en Bohème. Et fin de saison 2, Cuddy et House sont pris en otage par un certain Moriarty. Il en faut plus? Attendez. House habite au 221 appartement B à Baker Street. Élémentaire, mon cher Wilson. Ici, la référence à l'autre grand personnage ayant influé sur la création du personnage de House est un peu plus subtile. On nous y décrit une scène typique du manga de Osamu Tezuka, Blackjack. Ancien médecin, Tezuka créera cette série en 1973 en se basant sur son expérience qui lui permettra d'apporter un très fort réalisme tant dans le geste médical que dans la représentation interne du corps humain. Les personnages sont tous deux asociaux, taciturnes et passionnés par des cas médicaux sortant de l'ordinaire. Ils sont également tous deux marqués dans leur chair, House par sa jambe et Blackjack par son visage couvert de cicatrices et de greffes de peau de couleurs différentes, résultant d'un terrible accident survenu dans son enfance. Comme pour House, on fait appel à Blackjack lorsque la médecine conventionnelle est impuissante. Tant la psychologie humaine que la médecine sont très présentes dans les deux univers. Enfin bref, revenons à notre pilote. Parallèlement à notre cas principal, nous allons suivre plusieurs cas secondaires ainsi que les relations entre House et son équipe. Au moment du premier épisode, Cameron et Chase ont rejoint l'équipe diagnostique depuis 6 mois et Foreman depuis 3 jours. L'arrivée du neurologue pousse les autres à se poser la question de la raison de leur embauche. House étant perpétuellement en quête d'énigmes, il va passer son temps à fouiller dans le passé de ses proches, ici en déterrant le passé d'anciens délinquants de Foreman. Il va également essayer de les pousser psychologiquement afin de tester leurs limites. En tant qu'officier dans un hôpital, House ne peut se limiter au seul service diagnostic pour exercer à son grand dam. Parallèlement à notre cas principal, nous allons donc suivre plusieurs cas secondaires, courts, qui seront l'occasion pour les scénaristes de mettre en avant le cynisme et l'humour de House. 3 cas seront présentés dans notre épisode. Une mère qui refuse de donner de la ventoline à son enfant asthmatique par peur des effets secondaires, un hypocondriaque qui se croit atteint de fibromyalgie après des recherches sur internet, et un patient à la peau orange. Ce passage sera parodié dans l'épisode hommage de la série Scrubs, My House. Carrots turn you yellow and tomatoes turn you red. What color would he most likely turn if he were to gorge himself on both those items? Orange. Cette émission est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie, et vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de pilote. Bonjour chez vous.